Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. L'Amérique de la prohibition vue par Ben Affleck pour son 4e long métrage, l'acteur-réalisateur signe un film de gangster un peu trop lisse. C'est trop dangereux. Baisse-toi. Vous allez me jurer que jamais vous direz à qui que ce soit que vous êtes juif. Deux garçons juifs livrés à eux-mêmes dans la France occupée, un sac de billes, célèbre roman de Joseph Joffo, est à nouveau adapté sur grand écran. Cette belle et charmante princesse va se piquer au doigt. Il était une fois un film étrange et merveilleux. Dans Belle dormant, le cinéaste espagnol Ado Arrieta revisite le mythique conte de Perrault. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas, on va donc commencer avec le nouveau film de Ben Affleck, cinéaste, Live by Night, un film de gangster dans l'Amérique de la prohibition. Ben Affleck derrière donc, mais aussi devant la caméra. Oui, Boston 1926, les plaisirs sont clandestins et la pègre fait la loi. Et on va suivre ici l'ascension de Joe. Alors Joe, c'est pourtant le fils du chef de la police locale. Eh bien, il a quand même envie de devenir un parrain mafieux, le bougre. Voilà, l'intrigue va se déplacer de Boston jusqu'à la Floride, donc au soleil, où notre ami Joe va devoir batailler ferme, et notamment contre les membres du Ku Klux Klan, qui en plus d'être d'horribles racistes, sont corrompus jusqu'à l'os. Poursuite, joli costume, flingue, femme fatale et donc Ben Affleck. Do you think that we got where we are by letting some inbreds muscle us? If that's who you think we are, you're making a fatal miscalculation. 'Cause we're clerks and bankers and police officers, and we even got a judge. And if you're dumb enough to fight us, I'm gonna rain bloody hellfire down on you and all you love. So you're threatening me with people who are more powerful than you? Exactly. So what am I talking to you for? C'est donc le retour à la réalisation pour Ben Affleck. 4 ans après son Oscar pour Argo, Live by Night mérite-t-il lui aussi une statuette? Oh non, on va le voir. Mais c'est vrai que ce qui est assez exceptionnel avec Ben Affleck, il est un peu seul dans son cas à Hollywood. Il mène de front depuis 10 ans une carrière d'acteur plutôt successful, à succès, et de cinéaste. Ça fait 10 ans. Et Gone, Baby Gone, qui était donc en 2007, adapté d'un roman de Dennis Lehane, comme ce Live by Night. On va y revenir jusque dans un instant. Mais il y avait aussi The Town ou encore Argo, couvert d'Oscar. Vous l'avez dit. Alors j'évoquais Dennis Lehane, c'est un auteur très intéressant américain, donc de polar mais aussi de romans noirs, et il a donné à Hollywood des œuvres importantes, puisque on se souvient que Mystic River de Clint Eastwood, c'était lui, il est là, Dennis Lehane, Gone Baby Gone de Ben Affleck, je l'ai dit, mais aussi Shutter Island de Martin Scorsese, voilà, et donc ce Live by Night sorti sous le titre en librairie, Ils vivent la nuit. Alors le problème de ce film, c'est que sans être un génie de la mise en scène, Ben Affleck jusqu'à présent rendait plutôt des copies propres, mais à force de s'entendre dire, surtout par ses pairs, que c'est un génie, il a fini par le croire, Ben Affleck, et eh bien ce film de gangster lorgne, on va dire, à la fois du côté de Raoul Walsh ou plus proche de nous de Martin Scorsese, et bien sûr n'y arrive pas à la hauteur de ses maîtres, et encore moins, c'est une espèce de film de gangster empoulé, avec en fait de ses effets, et figé dans une sorte d'espèce de chromo, totalement rutilant. Le problème, c'est aussi la mise en scène, mais c'est aussi l'interprétation de Ben Affleck. Il est vraiment, c'est un veau, c'est une espèce de mollusque, Ben Affleck. Il ne bouge pas son visage. C'est une interprétation plate, fermée sur elle-même. Bref, sans l'once d'une ambiguïté. On n'est pas prêt de le voir sur le tapis rouge des Oscars. D'ailleurs, le film a été descendu aux États-Unis, comme vous l'avez dit. On continue avec une plongée dans la France de l'occupation et l'adaptation d'un classique de la littérature française, Un sac de billes de Joseph Joffo. Le film est signé Christian Duguay et c'est avec Patrick Bruel et Elsa Gilberstein. Oui, donc la France occupée et 2 enfants juifs, Maurice et Joseph, qui vont bientôt devoir fuir la capitale et essayer de rejoindre par eux-mêmes la zone libre. Voilà, donc on suit effectivement cette épopée en culotte courte
courte, vous l'avez dit, les parents sont joués par Patrick Bruel et Elsa Zilberstein. Ça y est, on était partis. Oh, attention! Voyager libre comme on l'avait jamais été. Tu sais que tu pues des pieds, toi? Toi, tu pues du cul. Je te porterai jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Et tout le monde avait peur, même si tout le monde faisait semblant. On a fini par oublier qu'on fuyait quelque chose. Je veux le voir. Il me manque. On peut pas rester ensemble, Joujou. C'est trop dangereux. Hop, allez, allez. Il faut regarder devant maintenant et pas te retourner. Police, ouvrez! Personne ne bouge. Non, toi tu restes là. On s'en sortira jamais. Dis pas ça. Tant qu'il y a de l'espoir, on lâche rien. C'est la deuxième adaptation du célèbre roman 40 ans après celle de Jacques Doyon. Et cette nouvelle version n'est pas franchement à la hauteur. Non, pas à la hauteur, et d'autant qu'en plus, le film de Jacques Doyon n'était pas une vraie réussite. Jacques Doyon, c'est Claude Berry, le producteur, le mythique producteur, qui avait vu le premier film de Jacques Doyon, le jeune cinéaste Jacques Doyon, et qui lui avait dit, bon bah voilà, adapte ce roman de Joseph Zoffaut que tout collégien a lu. Voilà, on l'a tous lu. Donc il l'avait adapté, et le film était assez réussi dans sa sobriété, mais il ne pouvait pas s'empêcher, comme tous ces films d'ailleurs qui se passent sous la France occupée, on voit les tractions avant, les petits métiers, c'est tout de suite plongé dans le formol, on a vraiment l'impression qu'on entend le action et le coupé en voyant ces films-là. Alors Christian Duguay, lui, il avait signé Japlou, Belle et Sébastien, l'aventure continue, autant dire que c'est pas François Truffaut. Et bien alors lui, il arrive carrément avec ses gros sabots, la musique omniprésente, des tartines, une espèce de lumière jaunie pour faire un petit peu vieille carte postale, et une interprétation assez insupportable. Patrick Bruel en fait des caisses. Elsa Zilberstein, elle est tout le temps en train de pleurer, on se demande ce qu'elle fait là. Et puis alors des participations exceptionnelles qui n'ont rien d'exceptionnel. Christian Clavier, insupportable, ou encore Kev Adams, qui se fait une petite scène pour un petit peu redorer son blason. Voilà, donc tout ça est un peu comme le film de Ben Affleck, sans le formol. Voilà, alors, nul doute que certains enseignants emmèneront leurs enfants pour leur parler de la France occupée. En termes de cinéma, ce n'est pas ça. Bon, il y a quand même un film qui sauve cette semaine, parce que décidément, il n'y en a pas beaucoup qui ont vos faveurs. Belle dormant du vétéran Ado Arrieta, un film déroutant avec Mathieu Amalric et Nils Schneider. Mais oui, on a envie d'être dérouté au cinéma, c'est ce que Ben Affleck et Christian Duguay n'arrivent pas à comprendre. Alors là, on est dans un royaume, c'est un jeune prince qui veut réveiller une belle princesse qui est endormie. Ça dit forcément on connaît cette histoire, sauf que le prince, il fait de la batterie dans le film d'Arrieta. Et puis, son père, lui, n'y croit pas du tout au conte et tout ça, donc il l'empêche d'aller retrouver sa belle. Mais heureusement, un membre de l'UNESCO, oui, joué par Mathieu Amalric, va l'emmener en hélicoptère au pays donc de la belle endormie. Voilà, c'est étrange. C'est étrange, et justement derrière cette version un peu plus énigmatique du conte de Perrault, un cinéaste tout aussi fascinant. On ne connaît pas bien son nom, Ado Arrieta, mais c'est tout de même un cinéaste culte. Oui, il est culte en fait pour beaucoup de cinéphiles. C'est un cinéaste donc espagnol qui travaille en France principalement, notamment avec ce film. Il a été doublé dès les années 60 par Marguerite Duras, qui avait découvert ses films dans des petits cinémas de quartier, qui avait adoré. Andy Warhol ne jurait que par Arrieta et voulait à tout prix voir ses films, donc il était totalement culte. Et alors c'est vrai que c'est rare de les voir, ces films, et en 2013 il y avait eu une ressortie d'un de ces films emblématiques des années 70 qui s'appelle Flamme. Flamme, un film, une espèce de rêverie et un cauchemar éveillé assez beau, avec Caroline Loeb. On se souvient, c'est la ouate de toutes les matières. Voilà. Donc autant dire qu'il est culte, et donc lui il a relu les contes de Perrault et de Grimm, il adore ça, Arrieta, et donc il a fait donc ce Belle dormant, et tout le monde voulait en être. D'ailleurs il y a un casting, on va dire très cinéphile, Nils Schneider, Agathe Bonitzer, Mathieu Amalric, je l'ai dit, ou encore Ingrid Caven. Voilà, c'est bizarre, ça ne semble à rien, et les 30 dernières minutes, quand le prince arrive enfin au pays de la Belle, où on voit que des gens endormis, c'est prodigieux en termes de cinéma. Voilà un film qui ne ressemble à rien, et c'est pour ça que c'est bien. Et c'est pour ça que c'est du cinéma. Alors on va terminer avec du cinéma du vrai, la rentrée de la Cinémathèque française qui ouvre cette année 2017 avec une rétrospective consacrée à l'un des plus grands cinéastes américains de l'histoire, selon Thomas Pesquet. Allons-y, n'ayons pas peur des mots. Frank Capra. Et oui, d'ailleurs, c'est bien de dire l'histoire, parce que c'est ça, c'est-à-dire que pour qui voudrait comprendre tout à la fois, embrasser les grandes espérances
l'irrévérence américaine. On va dire que donc des années 30 aux années 60, la période faste du cinéma de Frank Capra, et voir comment justement le médium cinéma s'empare d'elle pour mieux les ériger en modèle, il faut absolument regarder les films de Capra. Capra, c'était le fils de petits émigrés siciliens, et c'est un exemple de le rêve américain. C'est-à-dire qu'il va toujours dans ses films récompenser cette patrie qui lui a permis de grandir. Ça va être un des plus grands noms, il va être couvert d'Oscars, et donc il va faire des films sur, on va dire, l'American Dream, notamment avec James Stewart, qui va être son espèce de gendre idéal de l'Amérique, avec qui il va mener tous les combats. On voit cette photo magnifique de Monsieur Smith au Sénat avec James Stewart, mais il avait fait aussi, il y avait un autre grand d'Hollywood, c'était Gary Cooper, qu'il adorait filmer, L'homme de la rue ou l'extravagant Mr. Deeds. Il a fait aussi un film dans les années 30 emblématique, on le voit, on le verra aussi, c'est avec Clark Gable et Claudette Colbert, c'est New York, Miami qui pose les bases de la comédie. On appelait ça la screwball comedy, une comédie très rapide, très drôle et très vive. Voilà. Et puis il y a le monument, il y a l'espèce de pierre angulaire, c'est La vie est belle, toujours avec James Stewart. L'histoire d'un homme que tout le monde adore, que toute sa communauté adore, et qu'une série en fait de déceptions va pousser à l'inacceptable, à savoir le suicide. Mais heureusement chez Capra, la destinée, parfois même les anges venus du ciel, permettent de conjurer ce sort-là. D'ailleurs, on va voir en fin d'émission un extrait où comment, vous allez voir sous les traits d'un petit vieillard avec lunettes, comment James Stewart va passer de suicidé à sauveur de l'humanité. La vie est belle, tout américain regarde ça à Noël. Bon. Et apparemment Thomas Borez aussi. Moi aussi, oui. Sous le sapin, je mets La vie est belle. Bon, merci beaucoup Thomas, et évidemment à la semaine prochaine, et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de James Stewart dans La vie est belle de Frank Capra. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.